Bonjour, je range mon bureau, je crois que c'est la numéro 62. Ça fait bientôt 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo et c'est peut-être lié au fait d'une sorte de saturation parce que pendant le confinement et pendant toute la période aussi de déconfinement, il y a eu besoin de faire beaucoup de vidéos et de visioconférences et de travail pédagogique à distance et peut-être que ça a, comment dire, rendu le fait de faire des vidéos un peu plus pénible ou un peu plus répétitif, je sais pas. Enfin, toujours est-il que pendant 2 mois, bien sûr, les piles de livres se sont accumulées. Et en même temps, ça fait 3 semaines que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo. Et je suis un petit peu partagé parce que j'ai presque l'impression d'être arrivé à la fin d'un cycle. Je crois que j'ai commencé ces vidéos Je range mon bureau il y a 3 ans et demi, quelque chose comme ça. De même que j'ai fini par arrêter de faire les traductions sans filet après 3 ans à peu près de pratique. Je commence à trouver ça un petit peu répétitif ou lassant, ces vidéos Je range mon bureau, parce qu'en fait, il y a un côté très monumental et un côté très frustrant aussi. Je rappelle qu'au début, le principe de ces vidéos, c'était que, afin de garder une trace en fait de toutes les lectures que j'avais faites de livres qui m'appartiennent, j'allais, avant de les ranger sur les étagères, avant de ranger des livres sur les étagères, en parler un petit peu comme ça en vidéo. Et je me suis tenu d'ailleurs à ce principe pendant 3 ans et demi, au fil d'une soixantaine de vidéos, dont certaines parfois étaient relativement courtes, autour des 15-20 minutes, et puis d'autres étaient évidemment en général plus longues. Le format moyen c'était une demi-heure, puis il y en a eu certaines qui faisaient 1 heure ou un peu plus d'1 heure même. Voilà, donc je suis un petit peu partagé, j'ai l'impression d'être arrivé un peu au bout d'un cycle, d'autant qu'en plus je me suis rendu compte que il y a toujours des lectures, des livres importants qui passaient entre les mailles du filet. Et par exemple, tiens, je vais vous montrer une pile qui n'est pas la pile dont j'avais prévu de parler aujourd'hui, mais qui est un peu la pile des livres que je suis en train de lire ou que je lis de manière régulière. Je vous ai déjà expliqué, je crois que je lis beaucoup de livres simultanément. Ça a toujours été ma façon de faire, ou plus exactement, c'est ma façon de faire depuis l'adolescence, ou depuis la fin de l'adolescence, le début des études, je ne sais pas très bien comment le dire. Et ben, en ce moment, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis qu'à un moment donné, ces livres-là, je vais oublier d'en parler. Pourquoi? Parce que je les aurais lus de manière tellement discontinue au travers des semaines, que je les finirai par les ranger en oubliant presque d'en parler. Il y a quoi? Eh bien, il y a par exemple le fait que, pas tous les soirs, mais presque, j'essaie de lire un sonnet de Pasolini en comparant les deux traductions, celle de René de Sécati en NRF Poésie et puis celle de Hervé Joubert-Laurencin aux Solitaires Intempestifs. En fait, ce sont les mêmes poèmes, ce sont ces sonnets écrits par Pasolini à son amant après la rupture, en fait, quand ce jeune amant a décidé en fait de se ranger en quelque sorte et de se marier et donc de rentrer dans ce que peut-être l'on appellerait aujourd'hui l'hétéropatriarcat. Et donc ce sont des sonnets parfois inachevés, qui n'ont pas été finis, qui n'ont pas été finalisés. Et la raison pour laquelle je travaille un peu sur ces deux éditions, c'est que ces sonnets de Pasolini, mais dans cette édition-là, tombent au programme, enfin sont mis au programme de l'agrégation de lettres modernes de l'année prochaine, dans le programme de littérature comparée, en comparaison avec les sonnets de Neruda, que je lis aussi, de la Centaine d'amour, qui sont quelque part, je crois qu'ils sont dans la chambre, et puis bien sûr aussi les sonnets, je ne sais pas où ils sont, je sais plus où ils sont. Ah oui, si, l'appareil photo est posé dessus. Je ne vais pas vous les montrer. Les sonnets d'Elizabeth Barrett Browning, les Sonnets from the Portuguese, que j'ai plusieurs fois enseignés, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé par le passé. Donc voilà, c'était une des raisons pour lesquelles je suis un peu partagé avec ces vidéos Je range mon bureau qui deviennent de plus en plus frustrantes, qui sont de plus en plus compliquées à faire. C'est aussi que finalement il y a plein de textes dont je ne parle pas et qui sont des textes sur lesquels je travaille, sur lesquels je travaille, que je lis. Enfin, c'est toujours très difficile pour moi de départager la lecture du travail parce qu'il y a souvent des rencontres entre les deux. Mais par exemple, tiens, pour ce qui relève pas a priori du travail, mais en fait, si quand même, parce qu'il y a un livre qui se trouve sur les piles de livres classiques dont je comptais parler dans cette vidéo Je range mon bureau et vous le présenter, je vais peut-être pas en parler du tout. Donc ça va être une vidéo Je range mon bureau un peu curieuse, un peu atypique.
J'ai relu To the Lighthouse de Virginia Woolf, et il y a toute une scène dans le premier long chapitre, la première longue partie de To the Lighthouse, dans laquelle la mère lit un conte de Grimm à son fils, déçu de ne pas aller promener au phare, hein, selon la traduction française, la promenade au phare. Et en fait, je ne connaissais pas ce conte de Grimm, et donc j'ai ressorti mon vieux livre épais acheté quand j'étais ado et que je faisais allemand LV1, des Deutsche Märchen, donc de Bechstein, Grimm et Auf. Et donc je me suis dit que pour faire un petit peu mon entretien de lecture en allemand, ce que j'essaie de faire régulièrement, j'essaie de lire, de traduire un peu de poésie allemande, de lire de l'allemand régulièrement, la presse allemande, etc. Eh bien, je me suis mis à lire un conte de Grimm, là encore pas tous les soirs comme Pasolini, mais enfin quand même 2-3 soirs par semaine. Et donc je me suis remis à lire des contes de Grimm, et c'est tout à fait étonnant d'ailleurs dans la structure narrative, et pas seulement en fait dans l'imaginaire populaire, qui a été plus étudié, je crois. Puis parmi ce que je me suis remis à lire, Assaut et Gambade, ça tombe bien de le dire ainsi, ce sont les essais de Montaigne. Je m'étais remis à lire ça au mois d'avril, notamment, il faut que je le retrouve, l'essai 9, le chapitre 9 du livre 3, le très célèbre et très long essai de la vanité, qui vraiment à chaque page résonne avec plein de choses qui se passent en ce moment. En fait, j'ai commencé à lire ça pendant le confinement, et de la vanité, c'est presque l'essai qui permet de penser le confinement, qui permettait de penser enfin toute l'orchestration esthétique, intellectuelle, philosophique, et puis bien sûr écologique dans tous les sens du terme de ce confinement. Et puisque je parle d'écologie, un autre livre que je lis en ce moment, qui se trouve généralement au salon en fait, et que je lis par moment aussi sur la terrasse, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas très beau temps, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de lire dehors, c'est ce très récent recueil de poèmes de Pierre Vinclair, La Sauvagerie, dans la magnifique collection Biophilia, dirigée par Fabienne Raffos aux éditions José Corti. J'étais pas du tout au courant de la sortie de ce livre, je l'ai acheté justement lors du déconfinement, quand la librairie où je vais à Tours a rouvert. Et c'est un projet complètement dingue, c'est un livre composé de 500 dizains, et ces dizains, pour la majorité d'entre eux, environ 450, sont écrits par Pierre Vinclair, et il y en a une petite cinquantaine qui ont été écrits par une petite cinquantaine d'autres poètes à qui Pierre Vinclair a demandé de collaborer en quelque sorte à l'ouvrage. Et donc c'est une sorte d'épopée fragmentée en 12 chants, en 12 parties. Donc ça rappelle bien sûr l'Énéide, ou peut-être aussi Le Paradis perdu. C'est quand même sur la sauvagerie, c'est sur la 6e extinction, c'est donc un livre de poèmes, de poésie, qui essaie de penser tout le paradoxe et toute la vanité, là encore, qu'il y a à tenter de faire poème sur ces questions de biodiversité, de changement climatique, d'extinction, de l'anéantissement vers lequel nous craignons toutes et tous d'aller. On ne sait pas totalement comment faire pour y échapper. Et donc voilà, j'en suis à peu près au tiers, on va dire. C'est très curieux parce qu'il y a des poèmes que Vinclair a écrits en anglais, il s'auto-traduit, donc il y a beaucoup de poèmes en 2 langues. Le même dizain se trouve dans 2 langues. Il y a vraiment des choses fantastiques dans ce livre. Et donc voilà, donc ça je le lis là encore de manière en pointillé presque, parce que c'est comme ça, je pense qu'il faut le lire. Il faut le lire de manière linéaire, mais il faut le lire aussi pas forcément d'une traite. Ce matin j'en ai lu 8 ou 9 du chant 3, qui est très très étonnant aussi. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont un peu comme ça, pendant des semaines, à disséminer, à sédimenter presque, même pas sur mon bureau, c'est la table de chevet, c'est au salon, c'est comme ça. Et puis j'en parle pas dans ces vidéos à l'arrivée, ou je ne pense pas toujours en parler dans ces vidéos. Et bien toujours dans les livres en cours de lecture, les livres que j'avais sortis de mes étagères, à un moment donné, j'ai voulu retrouver un poème symboliste, et je ne l'ai jamais retrouvé en fait. C'était parti d'un poème baroque. Et en fait, voilà, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, ah ben, en fait, il y a un intertexte avec un poème de la fin du 19e, et j'ai cherché ce poème de la fin du 19e dans mon anthologie de la poésie symboliste de Bernard Delvaille,
aux éditions Séguer. Ça, c'est un livre magnifique. Je crois qu'il est évidemment épuisé depuis très longtemps, mais si vous le trouvez chez les bouquinistes ou comme ça, il faut vraiment acheter ce livre. Il y a vraiment des pépites là-dedans. Et donc, du coup, c'était parti de l'anthologie de la poésie amoureuse de l'âge baroque. Livre de poche, c'est une introduction choix à notice et notes de Gisèle Mathieu Castellani. Ça encore, c'est des achats qui remontent aux années d'études, il y a bientôt 30 ans. Et du coup, comme je ne retrouvais pas ce poème, je me suis replongé dans quoi? Je me suis replongé dans mon Pléiade. Ça encore, c'est un livre qui m'a été offert quand j'étais adolescent, de Cros et Corbière. Je n'ai jamais bien compris pourquoi en Pléiade, il y avait eu un moment donné cette espèce de bizarrerie qui consistait à mettre deux auteurs dans un même volume. Ça a été le cas longtemps de Rimbaud, et qui avait été apparié ou accouplé à Germain Nouveau, ce qui était très curieux d'ailleurs. Je n'ai pas ce Pléiade d'ailleurs. Je sais que depuis, Rimbaud a été publié tout seul. La raison en était en général que c'était des auteurs importants, mais dont le volume de publication ne permettait pas un Pléiade à eux tout seuls. Bon, néanmoins, c'est quand même très curieux. Et donc voilà, donc ce Pléiade de Cros et Corbière, je m'y suis replongé dedans pas mal, et j'ai redécouvert, ou découvert, je pense, des textes de l'un comme de l'autre que je n'avais jamais lus. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en marge de Je range mon bureau. Voilà ce qui se passe, et voilà pourquoi peut-être je me suis livré à cette espèce de préambule un peu bizarre dans laquelle je parle de livres, mais que je n'ai pas fini de lire, que je suis en train de lire, ou dans lesquels je pioche, qui sédimentent de manière un petit peu discontinue, et qui ne constituent pas le fond habituel de ces vidéos. Alors on en vient à la partie plus classique finalement de cette vidéo, parce que je vais essayer de m'en tenir quand même au projet initial. On va voir, il faut essayer de persévérer un petit peu. Et donc une des piles de livres que je dois ranger se trouve ici. Et je vais essayer d'en parler, mais pour pas que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Elle va durer forcément 1 heure ou je sais pas combien, parce qu'il y a tellement de livres dont je dois parler que c'est difficile d'éviter ça. J'ai déjà parlé 10 minutes dans un préambule peut-être un peu plus inhabituel. Mais c'est toujours le booktubing, la lecture de livres au temps du coronavirus. Ça a pris un rythme un peu différent encore, donc c'est une forme en perpétuelle métamorphose. Donc je vais peut-être parler des livres très vite, sans lire d'extrait. C'est un peu l'idée. D'habitude, j'avais pris pour habitude depuis quelques mois de lire systématiquement un extrait d'un de mes Pléiades. Il se trouve que j'ai lu récemment à nouveau un Huysmans, là-bas. Un texte vraiment très beau, un roman très beau, que je n'avais jamais lu, et dont je ne vais du coup pas vous lire d'extrait, puisque je vais essayer de m'en tenir à mon projet, de ne pas faire trop durer cette vidéo. Mais voilà, ça c'était au mois de mai. J'ai lu début mai, je dirais, enfin première quinzaine de mai, j'ai lu Là-bas de Huysmans. C'est un petit peu toujours dans la foulée de mes relectures, de mes lectures de Huysmans, de ma redécouverte de Huysmans à l'occasion de la parution de ce Pléiade. Ça c'est le dernier Pléiade que j'ai eu, enfin qui m'est d'ailleurs été offert. Voilà. Alors il y a To the Lighthouse de Virginia Woolf, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai relu To the Lighthouse de Virginia Woolf, ma précédente lecture datée, là encore, à la fin de l'adolescence, voilà, autour de, je sais pas, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, je ne pourrais plus bien dire. Et c'est vraiment un texte absolument bouleversant, magnifique, enfin vraiment, et je serais assez tenté de dire qu'il y a tout là-dedans, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et très honnêtement, moi je donne tout Proust pour un seul livre de Virginia Woolf. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça travaille un peu le même matériau, le matériau de la mémoire, du rapport entre l'art et la mémoire, entre la sensibilité et l'écriture. Et il y a dans Woolf vraiment des pages géniales. Donc là, je vais quand même faire une petite exception et lire un extrait de la première partie, la première longue partie, puisqu'elle occupe un peu plus, un peu plus de la moitié du livre. Everything seemed right just now, but this cannot last, she thought, dissociating herself from the moment while they were all talking about boots. Just now, she had reached security. She hovered like a hawk suspended, like a flag floated in an element of joy which filled every nerve of her body fully and sweetly, not noisily, sullenly rather, for it arose, she thought, looking at them all eating there, from husband and children and friends, all of which, rising in this profound stillness, she was helping William Banks to one very small piece more, and peered into the depths of the earthenware pot, seemed now, for no special reason, to stay there like smoke,
like a fume rising upwards, holding them safe together. Nothing need be said, nothing could be said. There it was, all round them. It partook, she felt, carefully helping Mr. Banks to a specially tender piece of eternity. As she had already felt about something different once before that afternoon, there is a coherence in things' stability. Something she meant is immune from change, and shines out, she glanced, at the window with its ripple of reflected lights. In the face of the flowing, the fleeting, the spectral, like a ruby. So that again tonight she had the feeling she had had once today, already, of peace, of rest. Of such moments, she thought, the thing is made that remains forever after. This would remain. Je n'en dis pas plus. Extrait de To the Lighthouse de Virginia Woolf. Et dans les lectures de ces dernières semaines, tiens, un livre que je n'ai pas réussi à finir, et pourtant, je me suis arrêté à la page 356. Mais enfin, cette édition de poche en compte presque 600, donc ça fait partie de ces livres dans lesquels on entre avec bonheur, en fait. C'est Moi le Suprême de Roy Bastos, traduit de l'espagnol par Antoine Berman, no less, le grand théoricien de la traduction, et donc traducteur aussi, bien sûr, traducteur de John Donne, mais traducteur aussi de l'espagnol. Et donc ce monument de la littérature latino-américaine de Roy Bastos, le grand romancier paraguayen. J'avais eu envie de lire ce livre dans les années 90 parce que j'avais lu un article qui comparait la trilogie de la dictature africaine de Noureddin Farah, auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, auquel j'ai consacré ma thèse, qui comparait en fait cette trilogie à ce livre, Moi le Suprême de Roy Bastos. Et puis bon, je ne l'ai pas lu, j'ai fini par le trouver dans une brocante, c'est écrit même d'ailleurs ici à Montaulieu le 16 juillet 2011. Et puis bah voilà, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu tout de suite. Donc j'ai commencé à le lire là, en mai, et j'ai fini par arrêter, parce que c'est à la fois extrêmement intéressant, très baroque, ça part dans tous les sens. C'est une sorte de tentative un peu dingue de se plonger dans les méandres de l'esprit et du fonctionnement politique et idéologique du premier grand dictateur fondateur de l'État paraguayen. Mais à un moment donné, ça finit par tomber des mains parce qu'on ne comprend pas tout et que ça tourne beaucoup en rond. Donc voilà, Roy Bastos, comment je n'ai pas fini de lire, comment j'ai lu 350 pages, mais pas les 600 de Moi le Suprême. Alors du coup, j'ai lu des livres plus courts, traduits aussi, tiens, dont la plupart, je crois, m'ont été recommandés par Pierre Barrault. Donc je ne sais pas s'il regarde parfois ces vidéos, mais peut-être qu'il... Voilà, donc ça c'est des livres qui m'ont été conseillés par Pierre Barrault. Ça m'a pas totalement étonné en les lisant. Il y a celui-ci, J'en fais mon affaire, de Mario Levrero, traduit de l'espagnol, là encore, mais uruguay, par Lise Chapuis. Et donc c'est un livre qui est sorti aux éditions de l'Arbre Vengeur en 2012, donc c'est pas entièrement récent. Et puis Mario Levrero, c'est un écrivain uruguayen qui est mort il y a une quinzaine d'années. Et c'est une sorte de parodie, de polar, un peu métaphysique, assez agréable à lire, un petit peu misogyne, un petit peu sexiste, mais qui est finalement surtout très très ironique et un petit peu destructeur, qui finalement s'en prend au monde de l'édition, qui réussit à critiquer à la fois la province et la capitale, et finalement ne fait ressortir que les côtés un petit peu les plus minables, les plus lamentables des personnages. Donc il y a un côté comme ça un petit peu anti-roman policier, puis anti-roman métaphysique, assez curieux d'ailleurs. J'en fais mon affaire de Mario Levrero. Je pense pas que ça me marquera durablement, c'était agréable sans plus. Plus intéressant à mon avis, Le terroriste joyeux de Rui Zinc, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un écrivain portugais, et c'est traduit du portugais par Mayra Mouchnik, et c'est aux éditions Agulo 2019, mais le texte portugais est de 2015. C'est un dialogue, c'est une série en fait de dialogues entre un terroriste présumé et son interrogateur. Et donc, en fait, ça se présente comme ça sur une alternance
de gras et de non gras, je ne sais pas comment il faut dire, de police normale. Et le premier dialogue est relativement classique, c'est un interrogatoire donc entre un terroriste qui a été intercepté dans un aéroport et son interrogateur, et puis en fait ça délire de plus en plus, ça se décale de plus en plus, le terroriste et l'interrogateur finissent par se retrouver dans la même cellule, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un texte très marquant finalement. Au début j'étais pas forcément très convaincu, et puis voilà, la manière dont cet imaginaire vient déconstruire là encore totalement toutes nos constructions idéologiques, parfois un peu binaires, est vraiment intéressant. Voilà, le terroriste joyeux de Rui Zenck. Et puis toujours dans les textes traduits que j'ai lus récemment, les textes courts, parce que je pense qu'après avoir m'être autant, comment dire, concentré sur moi le suprême, avoir essayé vraiment d'aller jusqu'au bout de cette masse colossale et puis presque illisible à la fin, j'ai voulu me rabattre sur des textes un peu plus courts pour alterner. Et donc là, un recueil de nouvelles d'un écrivain grec contemporain, Yanis Palavos, ça s'appelle Blague, c'est aux éditions Kidam, et c'est traduit du grec par l'immense Michel Volkovitch, dont je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Ben si vous ne connaissez pas Michel Volkovitch, je vous conseille de vous renseigner. Et en fait, ce sont des textes très courts, des récits très courts, qui ne sont jamais vraiment pareils. Enfin, on a presque l'impression que c'est des textes qui auraient pu être écrits par des écrivains différents. C'est très étonnant. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et c'est un livre là encore qui fait une petite centaine de pages. Je ne sais plus combien de nouvelles il y a. J'ai lu ça il y a un petit mois déjà, donc je ne me souviens plus. Il y a, attendez, je vais le compter, 6, 9, 12, 15, ouais, 18 textes en une petite centaine de pages. Donc ça marque bien que ce sont des textes vraiment très brefs. Et c'est vraiment des textes qui cherchent à battre en brèche le réalisme, qui cherchent à échapper à la fiction réaliste, mais à partir d'anecdotes ou d'incidents qui sont extrêmement quotidiens ou qui peuvent, comme ça, avoir une sorte de prise sociologique ou de prise sociale sur la Grèce contemporaine. Et c'est toujours très étonnant. Ça fonctionne vraiment comme devrait, si l'on en croit les théories du fantastique, comme devrait fonctionner le fantastique. C'est-à-dire, il y a juste un petit grain de sable qui fait que on n'est pas dans le réel, ou on n'est pas dans la perception classique ou conformiste du réel. Donc c'est vraiment très bien. Je vois que j'ai notamment corné la nouvelle qui s'intitule Dans la forêt. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'éventuellement, si je change un petit peu mon fusil d'épaule et si je fais des vidéos différentes, si j'arrête de faire Je range mon bureau, peut-être qu'il faudra que je consacre une petite vidéo juste à vous lire Dans la forêt de Yanis Palavos. Mais en tout cas, celui-là, vraiment, je vous le conseille. Yanis Palavos, Blague, aux éditions Kidam. Et puis également aux éditions Kidam, et également traduit, cette fois-ci traduit du suédois par Julien Lapère de Cabane, Per Fern, ou Turn, je ne sais pas comment il faut dire, le chronométreur. Et le chronométreur, c'est là encore un texte constitué d'énormément de fragments, puisque ce sont des chapitres. Alors là, c'est vraiment un roman, mais c'est voilà, il est composé de 91 chapitres brefs, puisque le livre, là encore, fait à peine une centaine de pages. Et peut-être que le mieux est, pour le coup, j'aurais du mal à le résumer, que je vous lise la 4e de couverture. Obsédé des chiffres, anti-héros évoluant dans un monde gris, il est le prototype de l'homme ordinaire, esclave du temps qui passe, qui l'interroge par son travail et la vacuité de sa vie. Entre faux journal et roman collage, Per Turn invente avec le chronométreur, cette parodie de roman ouvrier, un objet littéraire à l'humour noir jubilatoire. Effectivement, le personnage principal occupe pendant toute sa carrière, et on le suit au tout début, à sa jeunesse, quand il entre en fonction, il occupe, jusqu'à sa retraite, il occupe la fonction de chronométreur. Il est là pour chronométrer toutes les tâches des ouvriers d'une usine afin d'essayer d'améliorer la productivité. Et ça délire assez vite, et ça délire pas mal sur les chiffres, sur la conception même abstraite du temps. Et c'est
Et c'est vraiment très déroutant comme texte, donc voilà, c'est pas mal. C'est pas un texte fondamental selon moi, mais voilà, c'est un texte que j'ai bien aimé lire. Je vais vous lire, tiens, quand même, histoire de déroger à la nouvelle règle que je me suis imposée, je vais quand même vous lire le chapitre 83. Un jour, alors que je bois mon café, je m'aperçois que je n'ai pas eu le moindre ami au travail depuis que Edokar est parti en retraite. Les ouvriers de l'usine m'ont toujours vu comme une menace, un représentant des autres, un représentant des contremaîtres, de l'entreprise. J'ai bien vécu la solitude, elle m'a donné la liberté de penser, mais le sentiment d'être une menace, je l'ai naturellement vécu comme désagréable. Le sentiment d'être moi-même une menace équivaut dans mon esprit à celui d'être un orage en approche. Un nuage noir qui s'avance face aux spectateurs, un nuage noir qui vide les terrasses, un nuage noir qui pousse les flâneurs du samedi à se réfugier à l'abri du premier toit venu, un nuage noir qui sème la terreur dans l'œil des vacanciers. Voilà. Chapitre 83 du chronométreur de Perturn aux éditions Kidam. Tiens, je vous montre un peu mieux la couverture. Un livre d'une écrivaine que je ne présente plus là encore, parce que si vous suivez ne serait-ce qu'un tout petit peu ma chaîne vidéo, vous la connaissez, c'est Ananda Devi, l'immense, immense, immense écrivaine mauricienne d'expression française, francophone, pour moi une des plus grandes écrivaines, une des plus grandes voix de langue française contemporaine. Je lui ai consacré déjà plusieurs vidéos, et ce texte-là, je ne l'avais pas lu à sa sortie. C'est un texte de 2011 qui s'appelle « Les hommes qui me parlent », qui est une sorte d'autobiographie un peu diffractée sur la manière dont Ananda Devi, à un moment donné, a voulu couper avec les hommes qui lui parlaient, c'est-à-dire les hommes qui lui dictaient ce qu'elle devait faire, donc ce que l'on pourrait appeler aussi ce que les féministes, tout un courant de la théorie féministe, appellent le sexisme intégré, c'est-à-dire le fait que les femmes finissent par se conformer à ce que l'on attend d'elles. Et bien sûr, pas du tout surprenant qu'Ananda Devi envoie un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné sur ces thématiques-là. Et c'est un texte qui est très beau, dans lequel elle raconte comment, arrivée à la cinquantaine, elle a voulu un petit peu rompre avec toutes ces codifications, toutes ces raideurs, et elle a voulu aussi ne pas se conformer à ce que lui disaient ces hommes qui lui parlent, et notamment son fils, en fait. Donc elle a deux fils, dont elle parle beaucoup dans ce livre, et il y a notamment le fils qui lui parle, et qui est presque le point de départ du livre. Donc le livre est un peu écrit à la fois contre ce que lui a dit son fils, et pour faire évoluer son fils, pour lui expliquer ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Et donc c'est un texte qui est très fort et qui est très dérangeant, comme souvent chez Ananda Devi, ce sont des livres qui sont dérangeants, dont on sort dérangé, dont on sort perturbé, modifié. Et je vais quand même vous en lire là encore un extrait. Des marques ont jailli sur mon corps. Des bleus que je ne me souviens pas m'être fait, en haut du bras, au coude, à la cuisse. Un jour, on m'a retrouvé évanoui. Je ne me souviens de rien, j'ai perdu la mémoire de 2 jours de ma vie. Je croyais que je serais bien dans cet appartement, j'y suis bien. Mais la tumeur de tristesse dans mon cerveau ne s'est pas désintégrée pour autant. Pour cela, il faudra d'autres traitements. Il faudra que mon fils recommence à s'aimer et commence à nous oublier. Il faudra que je recommence à m'aimer et commence à l'oublier. Il faudra que le père devienne autre. La tumeur devient une larve d'insecte géant dans ma tête, il rôde la nuit et ne me laisse pas dormir. J'ai l'impression de le voir petit à petit dévorer mon cerveau, enlever des bribes de souvenirs, des instants de sourire, des naissances de poèmes, des ébauches de bonheur. Je suis manipulé par cette larve qui s'est installée là plutôt que dans mon ventre. Comme dans ces films d'horreur où les corps sont des coquilles vides parasitées par des créatures qui jailliront lorsqu'elles auront bien grossi. Je ne peux plus prier, je ne pense plus contrôler quoi que ce soit, si tant est que je l'ai jamais fait. Quant à écrire, rien ne me vient, à part ce texte-ci, qui me permet certes la consolation de ce face-à-face tellement primaire, mais dont je ne sais ce que je ferai. Ce n'est pas un étalon qui s'emballe sous moi et m'entraîne vers la dévastation des fourrés, c'est un gentil mulet au pas lent, aux yeux doux, qui n'a peur ni des hauteurs ni de la désolation. À travers son langage, son rythme, je me décode. À travers le langage, sa tranquillité, je me construis. Mensonge ou vérité, peu importe. La parole, elle, n'a rien de semblable.
n'apporte aucune consolation permanente. Ce serait plutôt le contraire. La parole peut apporter la désolation, peut créer un désert de sentiments et d'émotions où ne pousse aucun espoir. Les cris et cette terre fraîche vers laquelle on retourne, que l'on peut labourer autant de fois que l'on veut, quitte à arracher de vertes feuilles à peine formées, à plonger ses ongles dans le sol pour en extraire des racines vénéneuses à la teinte de jujube pourpre. On porte alors cette récolte fabuleuse, nauséabonde à sa bouche, et on rit, les dents et les lèvres colorées d'une tourbe noire. N'oublie jamais qui tu es. Il y a autre chose en toi, mon serpent favori, qui doit pouvoir sortir. Donne-lui la vie, donne-lui la mort, donne-lui tout ce que ton être porte de vérité et de valeur. Donne-lui ce regard qui se fond dans une mutinerie animale, dans un sirop de nuit. Sinon, il n'y aura aucune raison de vivre. Et on boucle la boucle sur cette partie de la vidéo, parce que, bien sûr, Ananda Devi, on le voit ici, elle est dans un logement où elle s'est en quelque sorte isolée, où elle a voulu fuir sa famille, mais c'est la Room of One's Own de Woolf. Il y a évidemment, et elle parle de Woolf, il y a une sorte de prolongement de la réflexion de Woolf sur l'indépendance, l'autonomie spatiale aussi, et on le voit dans ce texte, corporel des femmes. Ananda Devi, c'est une fantastique écrivaine, et j'emploie le terme fantastique là encore à dessein, dans toute son ambivalence et dans toute sa richesse, c'est une fantastique écrivaine du corps et du lien entre le corps et l'écriture. Voilà, je poursuis cette vidéo en parlant de certains livres que j'ai lus au cours de ces dernières semaines et dont je n'ai pas encore parlé dans des vidéos. Il y a plusieurs séries en quelque sorte. Un livre dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est parce que je compte peut-être lui consacrer des textes ou une vidéo, puis je veux encore un petit peu échanger avec son autrice, ma collègue Tourangelle Maboula Soumaoro, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et donc là, j'ai lu son dernier livre, Le Triangle et l'Hexagone, qui est une sorte d'égo-histoire dans laquelle elle raconte un petit peu d'où elle vient et comment elle est arrivée à se comprendre comme noire et à devenir noire par un long processus en fait, de construction intellectuelle aussi. Et c'est un livre qui est très très beau, notamment parce que c'est une réponse à tous les gens qui essaient d'expliquer que l'indigénisme, les mouvements antiracistes, etc., reconstituent une sorte de racisme à l'envers, etc. Et quand on connaît Maboula, on sait que tout ça est complètement absurde, évidemment. Et le texte vraiment de ce livre, qui se lit vraiment avec une certaine facilité, c'est pas extrêmement théorique, il y a de la théorie en dessous, mais ça se lit facilement. C'est vraiment une réponse à tout ça, et vraiment je conseille à toutes les personnes qui seraient tentées de croire à ce discours sur l'universalisme républicain, sur l'antiracisme communautariste, etc., toutes ces espèces de fantasmes complets qui font que des gens de gauche, qui sont à l'origine de gauche, sont en train de verser dans les discours les plus réactionnaires et les plus extrême droite, en fait, et poujadistes qui soient. Je leur conseille vraiment de lire ça, parce que c'était un livre très très marquant. Et puis, bon, d'ici quelques jours, je vais essayer de m'entretenir avec ma collègue. On n'a pas pu se voir physiquement, on a même été dans une soutenance de Master 2 ensemble, mais tout ça s'est fait par visioconférence. Donc on discutera peut-être du livre pareil en visio, c'est un peu dommage. Mais bon, normalement l'année prochaine, si tout est normalisé par rapport au Covid-19, on aura l'occasion de prendre un verre ensemble et d'en reparler. Mais en attendant, vraiment, voilà, je vous conseille, j'avais pas eu l'occasion encore de le lire. Il est sorti plus tôt cette année, je sais plus bien, c'est aux éditions La Découverte. Et c'est sorti, ouais, c'est ça, en février 2020. Le Triangle et l'Hexagone, c'est vraiment très intéressant et vraiment, je vous le recommande. Un auteur, j'allais dire un jeune auteur, mais non, en fait, il a déjà de nombreuses publications à son actif, et je n'avais pas eu encore l'occasion de le lire. Nassouf Jailani, un auteur comorien, on va dire, en englobant un petit peu. Il y a un de ses livres qui s'appelle Comorian Vertigo, qui est sur ma pile de livres à lire et que j'ai pas eu le temps encore de lire, mais j'ai lu cela, le recueil de poèmes paru chez Bruno Doucet récemment d'ailleurs, je crois, naître ici, qui est un recueil, voilà, il date de 2019, qui est un recueil composé de 7 parties, ou de, je dis des bêtises, de 6 parties, pardon. Celle qui m'a le plus ému, moi, c'est la partie qui s'appelle Quatrain pour que luise la nuit, qui est vraiment très très belle et dont je vais vous lire d'ailleurs plusieurs quatrains juste après. Voilà, donc Nassouf Jailani,
C'est quelqu'un vraiment de très intéressant. Il a fondé une revue qui s'appelle la revue Projectile. Et donc il fait partie en fait de tout ce renouveau littéraire très foisonnant autour de la Grande Comore, hein, de Mayotte, voilà, enfin, de tous ces territoires-là. On peut aller jusqu'à Maurice, etc. Ce que Zohar Ravaloson appelle la Lémurie, hein, ce qu'ils ont refondé avec Sophie Bazin dans les lettres de Lémurie, dont je vous ai déjà parlé. Et dans les lettres de Lémurie, et dans chaque numéro des lettres de Lémurie, il y a au moins un texte de Nassouf Djalani. Voilà, et il y a aussi le recueil de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles, alors c'est pas vraiment des nouvelles d'ailleurs, hein, ça s'appelle pas officiellement nouvelles, c'est un recueil L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue, c'est un très beau titre, publié chez Com Edit, hein, c'est un éditeur de Moroni aux Comores. Donc c'est bien, je l'ai fait venir par mon libraire sans aucun problème. C'est vrai que si vous voulez aussi soutenir non seulement ces écritures-là, mais aussi une édition qui n'est pas centralisée en France, eh bien, je vous conseille de faire venir les livres de Nassouf Djalani qui sont publiés chez Com Edit aux Comores. Donc ça s'appelle Fragments et autres microfictions. Et de fait, ce ne sont pas des nouvelles. C'est très déroutant parce qu'en fait, il y a certains textes comme ça qui sont des textes narratifs qui commence et qui s'arrête de manière très abrupte. Même le plus long, qui est le texte qui donne son titre au recueil, L'irrésistible nécessité d'en mordre dans une mangue, c'est un texte qui fait pas loin de 25 pages, qui est en, j'allais dire 7 parties, oui, en 7 parties. Et en fait, la trame narrative de départ, dont on pense qu'elle va donner lieu au développement principal, devient presque secondaire. Et donc il y a vraiment un jeu avec le décentrement, mais d'un point de vue même structurel. Et moi j'ai trouvé ça très très séduisant, très intéressant. J'ai beaucoup aimé le texte qui s'appelle Auprès d'elle, que j'ai trouvé très émouvant. Et j'ai beaucoup aimé aussi un texte, où est-ce qu'il est, très bref, qui s'appelle Une odeur de sang, qui est très très beau aussi. Mais bon, j'ai bien aimé tout le recueil. Voilà, ça c'est, donc ce sont les textes en prose, on va dire, mais c'est une prose quand même assez insolite par plein de côtés. L'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue. Et puis comme promis, je vous lis un extrait de Naître ici des quatrains pour que luise la nuit. Et je commence avec, je vais vous lire les 7 derniers quatrains, qui commencent avec un quatrain dont la référence évidente, tutélaire à Rimbaud vous frappera. J'assois ce bout de réel sur mes genoux là, beauté éblouissante que je dévore du regard. Que c'est bon de revenir dans cette paix de l'âme, pétaudière en sursis. Le sommeil est apaisant sur les hauteurs. L'illusion d'entendre la reptation des fougères sur le manteau chaud de la terre. Le silence bruisse de mille chants dans les parois étroites de mes pores revisités. Irruption de saveurs inconnues, étrange impression d'avoir perdu pied, d'avoir échappé les cordes. Les yeux ouvrent grands les écoutilles du cœur comprimé qui réapprend le présent inconnu du passé disert. Dormir n'est plus que le plaisir renouvelé d'ajouter une couche au rêve éveillé du devant-jour. C'est un peu étrange peut-être de lire ces 7 quatrains comme ça en enfilade, d'autant qu'en fait ils sont sortis d'un ensemble plus vaste, hein, puisque ça commence à la page 55, ça se termine autour de la page 100, donc il y a une quarantaine de poèmes. Je trouve très beau le distique là, dans le 3e quatrain que j'ai lu, l'illusion d'entendre la reptation des fougères sur le manteau chaud de la terre. Ça correspond à tellement de choses qui me parlent, moi, de ces souvenirs d'été, de canicule, de moments comme ça, où vraiment la reptation des fougères, je trouve ça vraiment très beau. Voilà, donc ça c'est Nassouf Djalani, voilà, chez Bruno Doucet, éditeur français, chez Com Edit, éditeur comorien. Allez-y. Je vais vous parler, si la batterie tient, parce que je crois que
j'arrive un peu au bout de la suite de lecture dont je vous avais déjà parlé, le projet autobiographique ambitieux en 6 tomes de Karl Ove Knausgård, prononciation non garantie, le tome 3, Jeune homme, et le tome 4, Aux confins du monde. J'avais commencé à lire Mon combat, Mein Kampf, il a fait exprès d'appeler ça Mein Kampf, en fait, c'est une référence directe au Mein Kampf de Hitler, c'est un petit peu comme ça déjà. In your face, à brûle pour point, un peu, je sais pas, iconoclaste quand même. Et j'avais lu le tome 1 il y a 3 ans, le tome 2 il y a 2 ans, puis voilà, là j'avais trouvé, je crois, d'occasion pour 2 € le tome 4, et du coup je me suis acheté le tome 3, j'ai fini par m'acheter le tome 3 pour pouvoir lire le tome 4. Alors le tome 3 s'appelle Jeune homme, et il parle principalement de l'enfance, mais vraiment l'enfance entre 6 et 10 ans de Karl Ove Knausgård, sur une île dont le nom m'échappe tout le temps, Tromøya, voilà, sur l'île de Tromøya, et donc il raconte un petit peu, alors c'est pas vraiment de la Bildung, parce que c'est vraiment le moment de l'enfance qui est avant l'adolescence, qui est avant traditionnellement la Bildung, et donc il continue à tracer le portrait, notamment de ses parents, avec cette figure extrêmement problématique du père violent, du père manipulateur, du père qui interdit tout, qui est une figure de prohibition, une figure de rejet aussi au fil de ce projet autobiographique. Le premier tome de Mon combat, c'est la mort d'un père. Tout le livre est consacré au moment où, après la mort du père, Karl Ove Knausgård et son frère nettoient la maison qui a été laissée dans un état absolument épouvantable, sachant que son père s'est un petit peu autodétruit au fil d'années et d'années de beuverie, voilà, et de dépression. Donc là, évidemment, on a une sorte de gigantesque flashback, puisque le premier tome de l'autobiographie de Karl Ove Knausgård, c'est après la mort de son père, quand il a une trentaine d'années et qu'il nettoie la maison du père. Et ensuite, évidemment, il revient en arrière. Dans le tome 2, c'est ses années de jeune homme, ses débuts d'écrivain. Et là, tome 3, en fait, on remonte encore en arrière. Et le tome 4, Aux confins du monde, c'est quand il a 18 ans. Alors c'est assez particulier parce qu'il a 18 ans, il vient juste d'avoir, on va dire, l'équivalent du bac en Norvège, et il devient enseignant remplaçant dans un village complètement perdu, aux confins du monde, comme le veut le titre français, qui n'a d'ailleurs, je crois, rien à voir avec le titre norvégien. Ouais, qui est juste mon combat, livre 4 en fait, en norvégien. Il n'y a pas d'autre titre apparemment. Et donc il va être instituteur là-bas, ou professeur. En fait, il a des classes qui vont du cours moyen à la 3e, plus ou moins. Hein. Et donc il raconte cette histoire-là, il raconte l'année qu'il a passée aux confins du monde, venant lui du sud, hein, c'est un Norvégien du sud-sud, et donc tout lui paraît complètement insolite, et notamment voilà, les journées sans soleil, les journées nocturnes totalement au cœur de l'hiver, tout ça c'est bizarre pour lui, comme ça le serait bien sûr pour nous. Et en fait, ce qui est intéressant toujours dans la structure narrative de l'autobiographie de Knausgård, c'est la manière dont il procède par analepse permanente, et il y a même des analepses à l'intérieur des analepses, puisque en racontant cette année de ses 18-19 ans, il part à un moment donné, c'est vers la page 140, je me le suis noté à la page 145, il raconte une cuite et une soirée qui finit mal, et le lendemain il se souvient de rien, et il part de ça, des trous de mémoire pareils, ces moments où je ne me souvenais que par bribes de ce que j'avais fait, remonter à la toute première fois que j'avais bu, c'était l'été suivant mon année de 3e, et tout ça est sur un même paragraphe, et donc en haut de la page 146, on a le « c'était l'été suivant mon année de 3e ». En fait, ce que le lecteur ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'on entre dans un flashback, dans une analepse qui va durer 200 pages, même un peu plus de 200 pages. Et à l'intérieur de cette analepse, il va y avoir d'autres analepses. Et le contenu de ce que raconte Karl Ove Knausgård, qui est généralement assez peu intéressant en soi, c'est-à-dire il raconte des beuveries, il raconte la difficile acceptation du fait qu'il reste puceau jusqu'à 18-19 ans, le fait que voilà, il est excité par toutes les femmes, toutes les filles qu'il rencontre, et il a envie en fait finalement de coucher avec toutes, et il est excité par toutes, mais en fait il conclut avec aucune. Voilà, c'est un peu le matériau du livre, c'est pas en soi extrêmement passionnant, ça parle un peu de littérature, beaucoup de musique, parce qu'il a été critique musical, il est très jeune, dès l'adolescence il a été critique musical, donc il parle beaucoup de ça aussi. Mais voilà, le fond, le matériau même de l'autobiographie de Knausgård n'est pas très intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il le structure, et la manière dont justement il va jusqu'au bout de qui il était et de qui il est peut-être, et il y a une sorte de pacte d'honnêteté totale qui fait qu'en fait ce personnage
de cet écrivain qui raconte son autobiographie, le personnage de l'adolescent du jeune homme, est totalement détestable. Et alors, dans une perspective contemporaine qui vise à interroger la question du genre, la question de la masculinité toxique, du masculinisme, etc., c'est un livre qui est absolument passionnant. Alors, je ne doute pas qu'un certain nombre de critiques féministes ont rejeté ces textes-là parce qu'elles diront certainement, et peut-être ont-elles raison, que c'est de la masculinité toxique, inconsciente, et qui pense qu'elle a entièrement raison d'être comme elle est. Moi, je pense que c'est plus subtil que ça, et quoi qu'il en soit, je pense que c'est intéressant de le lire comme ça aussi. À savoir, c'est un témoignage de ce qu'un jeune homme qui a grandi dans les années 70-80 finit par devenir dans une société sexiste qui finalement ne bat jamais en brèche le ça par un surmoi social. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc bon, ça se lit facilement, heureusement, parce que c'est très long, chaque tome fait 500-600 pages, mais moi j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc je continuerai à lire, quand ça sortira, la suite de ce Mon Combat, tome 5, tome 6 à venir.